Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Patrick Roger. Allez, c'est parti jusqu'à 10h. On parle de l'Italie ce matin, de ce qui s'y passe. Si vous voulez participer, si vous avez des choses à dire avec les invités de Patrick, vous nous appelez 0826 300 300. Vous nous le faites en italien le début, Patrick, ou pas? Oui, Italie, basta. Non, Italie, basta. Ouais, non, avons-nous peur italien. Pas basta de l'Italie, c'est pas possible. On peut pas en avoir marre. Basta l'Europe. Basta l'Europe. C'est l'intitulé effectivement de cette émission. Vous pourrez voter également sur les réseaux sociaux dans un instant. Et sur sudradio.fr. Et sur sudradio.fr, sur les réseaux sociaux, notamment avec une question qui vient d'être mise en ligne. Jean-Marie Bordry, en fait, cette question. Faut-il avoir peur de l'Italie ? Faut-il avoir peur de l'Italie, en fait, des conséquences, en fait, et notamment pour l'Europe, avec ce qui se passe en Italie. Alors, c'était cette alliance des extrêmes qui a abouti quand même à un président du Conseil. On a attendu pendant 2-3 jours pour savoir si et on allait nommer ce président qui est Giuseppe Conte, qui est un avocat qui était dans la mouvance du mouvement 5 étoiles et donc qui est arrivé, qui est passé quand même par Florence. Enfin, il a eu plusieurs étapes, on va en parler dans un instant. Et il est arrivé au pouvoir. Alors, il y a déjà des conséquences immédiates, hein, c'est-à-dire que, par exemple, un certain nombre ont dit les grands travaux entre Lyon et Turin, basta, on arrête, terminé, etc. D'où la colère, d'ailleurs, de certains élus, on l'a entendu ce matin sur Sud Radio, des élus de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Il peut y avoir d'autres conséquences, évidemment, sur l'Europe. On va voir ça dans un instant, même si le président du Conseil italien, Conte, a voulu avoir des propos assez rassurants hier. Alors, nos invités autour de la table, honneur tout d'abord à un Italien, Matteo Ghisalberti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, buongiorno, et journaliste italo-français, donc rédacteur en chef de Putsch, hein, c'est le nouveau média franc-tireur. Il y a Bernard Monod, qui est député Front National au Parlement européen. Bonjour. Français. Voilà, français. Sinon, on aurait dit Bernardo. Et puis... C'est plutôt espagnol. Et voilà, oui, c'est vrai. C'est le même. Et puis Bruno Cotresse, bonjour. Buongiorno a tutti. Qui est à tutti, chercheur CNRS au CEVIPOF, centre de recherche politique de Sciences Po, enseignant à Sciences Po. Et d'ailleurs, vous sortez aujourd'hui une analyse, hein, sur ce sentiment, à partir de ce qui vient de se passer, par rapport à l'Europe et où on en est aujourd'hui. Alors, on va introduire peut-être par ça. Alors là, ce sont les Français, pas par rapport à ce qui s'est passé quand même en Italie, quoi. Non, pas spécialement, mais globalement par rapport à la perspective des élections européennes. Oui. Et on trouve effectivement dans les données aujourd'hui qu'on collecte, on trouve un sentiment français et une opinion française, je dirais, qui n'est pas extrêmement pour le moment mobilisée sur la question de l'Europe et sur la question des élections européennes. Tout le monde trouve que c'est important, mais une fois qu'on a passé ce premier cap de dire que l'Europe, c'est quelque chose d'important, beaucoup de Français disent d'abord que ça leur semble déjà assez loin, finalement, les élections européennes, et qu'ils ont beaucoup de mal quand même à voir les enjeux et à voir quelles sont les propositions qu'on va leur faire pour les élections européennes. Donc pour le moment, ça semble assez loin et un peu confus. Est-ce qu'ils perçoivent quand même qu'il y a comme un tremblement de terre qui est en train de se produire en Europe depuis déjà maintenant quelques années, hein, avec ce qui s'est passé en Europe centrale, le Brexit évidemment, et puis aujourd'hui l'Italie qui est à nos portes, quoi. Oui, bien sûr, les citoyens, pas seulement en France, voient bien qu'il y a des enjeux très importants, des choses qui se jouent en Europe, mais on ne sent pas dans l'opinion publique en France aujourd'hui, on va dire, une demande de plus forte intégration européenne. Bien sûr, il y a des éléments, il y a certains segments de l'électorat français qui sont beaucoup plus favorables et d'autres qui sont très hostiles. Et les éléments qui sont très hostiles, on en trouve dans plusieurs familles politiques. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas pour le moment des Français qui auraient empoigné la mobilisation de En Marche, on va dire notamment. Ils voient bien que ça existe, mais quant à suivre ça et à demander plus d'intégration européenne, on n'y est pas encore. Alors, avant de vous donner en fait la parole à tous, on va aller au standard parce qu'il y a déjà des appels au 0826 300 300 et vous pourrez réagir par rapport à ce qu'on nous dit. Bonjour, qui est en ligne? Eh bien, c'est Janine qui nous appelle de Paris. Bonjour. Bonjour Janine, c'est vous. Bonjour Janine. Oui. Bonjour monsieur, je voudrais déjà réagir dans la mesure où on peut déjà le faire. Un Premier ministre vient d'être nommé en Italie par le président italien. Ce Premier ministre va nommer dans les jours qui viennent un gouvernement. Ce gouvernement, il va appliquer un programme qui est hostile au diktat et à la transposition des directives et des lois de l'Union européenne et de la Commission européenne en Italie. Donc d'ici quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer, le temps qu'ils mettent en application les 30 points de leur programme, ils auront le choix entre deux solutions, comme en Grèce avec Syriza. Soit ils vont se coucher et s'aplatir et se soumettre aux diktats
de la Commission et de l'Union européenne, auquel cas ils vont trahir leurs électeurs, comme l'a fait Syriza en Grèce, soit ils seront obligés d'organiser un Italexit, c'est-à-dire un référendum pour demander aux Italiens de sortir de l'Union européenne, pour pouvoir appliquer leur programme. Ça va se poser relativement vite. Ce qui est très important, c'est que ça arrive dans un pays qui est dans les premiers 6 pays fondateurs de la communauté européenne. Oui, et troisième puissance européenne voilà. Aujourd'hui. Ensuite, nous avons des élections européennes en France dans un an. Le problème va se poser dans les mêmes termes en France, puisque je n'ai pas besoin de vous dire que si on réforme et on privatise la SNCF, on a le droit à des directives de l'Union européenne, dans d'autres domaines aussi. C'est-à-dire qu'ils imposent leurs lois au sens juridique du terme à tous les pays, et les lois de l'Europe se substituent aux lois nationales souveraines qui sont votées par le Parlement français, par exemple, et elles vont à contre-courant des intérêts nationaux. On ne peut plus nationaliser, c'est interdit par l'Europe, etc. Bon. Je vais pas vous donner. Oui. Donc, moi je suis pour qu'on vote pour le Frexit en France, qu'on rétablisse la souveraineté et l'indépendance de la France, ce qui n'empêchera pas des relations entre États européens. Mais si on a le choix entre appliquer la loi française voulue par la nation et par le Parlement souverain, c'est ça la souveraineté, c'est pas le rétablissement de la monarchie comme je l'ai entendu dire ailleurs, ou bien on se soumet aux dictats de directives qui sont pour la concurrence libre et non faussée, qui détruisent nos services publics, qui nous obligent à les privatiser. On oblige de soumettre aux 3% le déficit. Alors, on va rester, Janine, on va rester quand même, avant d'aborder le Frexit, on va peut-être rester sur la question italienne, en fait, aujourd'hui. Et comment on dit, alors, on pourrait dire l'Italexit, alors, c'est ça? Matteo Ghisalberti, est-ce que c'est sous-jacent ou pas, alors? Je trouve que les Italiens sont quand même restent europhiles sur le fond. Mais disons, ils sont peut-être pas eurosceptiques, mais eurofatigués. Je pense que la chose qui a beaucoup marqué les esprits est la manque de solidarité européenne. Parce que c'est vrai qu'on répète face souvent... aux migrants, l'arrivée des migrants. Non seulement même au niveau du côté économique, notamment le refus de l'Allemagne d'accepter certaines règles communes plus flexibles par rapport à ces standards. Mais parce qu'on dit souvent, justement, à juste titre, que l'Italie est l'un des 6 pays fondateurs, mais ça reste des paroles vides. Or, quand à Puig Media, on a interviewé Beppe Grillo, c'était intéressant de voir... Le patron du mouvement 5 étoiles. Fondateur du mouvement 5 étoiles et accessoirement aussi humoriste. C'était sa première casquette, disons, dans l'histoire. Il nous a dit une chose très intéressante. Il disait, l'Europe est un rêve magnifique, c'est quelque chose de très bien. Mais la façon où les traités et les directives ont été appliquées l'a rendu quelque chose de sur lesquels il faut s'exprimer, parce que effectivement il y a, selon Beppe Grillo dans cette interview à Puig, il y a une manque de réponse aux aspirations des citoyens. Et quand on parle justement des réformes et de l'application des directives et du fait que le droit européen rentre dans les droits nationaux, il faut dire que les Italiens ne comprennent pas, par exemple, aussi pourquoi il y a encore des pays qui peuvent choisir s'y faire ou ralentir des réformes, notamment le cas de la France de ces derniers jours, de ces dernières semaines pour les SNCF, alors qu'en Italie, on a déjà fait tout un tas de réformes depuis plusieurs années. On a réformé plusieurs fois aussi le système des retraites et on dit, et maintenant, les autres, par contre, ils peuvent prendre juste le dernier train, justement, pour faire cette... Oui. Bernard Monod, est-ce que vous avez ce sentiment qu'il peut y avoir justement une menace, une sortie aussi de l'Europe des Italiens et que pour le coup ça provoquerait un tremblement de terre, un nouveau tremblement de terre en Europe? Les Italiens, enfin je ne suis pas italien, mais le ressenti effectivement c'est que les Italiens ont un ras-le-bol complet de cet abandon de l'Union européenne par rapport au fléau qu'est l'immigration, vous l'avez évoqué, et puis économique. Et donc je pense que ce nouveau gouvernement que nous soutenons, puisque il y a Salvini de la Lega qui fait partie de nos alliés forts en Europe. Je pense que le salut va venir de l'Italie notamment parce qu'ils vont modifier les choses de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils sont contre l'Italie
Italixit, c'est ça ? Oui, Italixit, et qu'ils vont faire des contre-propositions qui sont très intelligentes, selon moi, à la fois sur le revenu, pour sauver un peu le revenu par habitant des Italiens, qui est très faible, qui a beaucoup baissé depuis l'entrée dans l'euro notamment. Ils s'ouvrent énormément justement des règles de l'union économique et monétaire. Donc je pense qu'ils vont apporter des solutions, notamment revoir le problème de la dette. Il va falloir renégocier avec l'Union européenne, la BCE et l'Allemagne là-dessus. Je crois qu'ils veulent stériliser au minimum 250 milliards. C'est ça, ils veulent revoir la dette. Et un choc économique, un choc fiscal. Il y a un plan qui pourrait coûter environ 100 milliards, quoi, on dit en fait. Oui, mais ils ont les moyens de le financer justement avec les solutions qu'ils proposent par la Banque d'Italie notamment. Alors ils vont négocier notamment avec la BCE, a priori, d'après les éléments que nous avons. Et puis, vous avez vu, plus élevé en fait. Voilà. Donc solutionner le problème de la dette qui est considérable en Italie, puisque de cette manière-là, on pourrait passer de 130 au niveau des règles maastrichtiennes, de 130 dette sur PIB, de ratio de dette sur PIB à 105 grâce à ce nouveau système, ce qui est élevé, mais enfin qui reste supportable. Oui, et surtout avec un choc fiscal, avec la proposition très intelligente des bons du Trésor, qui est en fait un espèce de chèque vacances proposé aux Italiens, un chèque de consommation qui est à mon avis très intelligent. Parce qu'il pourrait devenir une espèce de monnaie alternative à l'euro. Dans le sens justement, c'est pas une monnaie. Ils ont proposé une value alternative. Ils ont proposé de petites coupures de ce mini-bond, mini-bot, mini-bot, exactement, comme on dit en Italie, bon ordinaire du Trésor. Et par contre, voilà, il faudra voir jusqu'à quel niveau on pourra les utiliser. Ce que je pense aussi, en tout cas, c'est que... Oui, parce que c'est fait pour quoi ? C'est destiné à quoi, précisément ? Normalement, à la consommation des ménages, dans le point 11 du programme du contrat de gouvernement, on parle de ces bot, comme on dit en italien, qui servirait pour les règlements entre l'administration publique et les entreprises, par exemple, parce qu'il y a toujours un problème d'ailleurs de retard de paiement de l'entreprise, comment s'appelle, l'administration publique quand on fait des travaux, je ne sais pas, dans une mairie. Oui, dans une mairie, oui. Et on n'est pas payé immédiatement, quoi. Et donc les entrepreneurs forcément risquent d'aller aussi en faillite parce qu'ils n'ont pas tous les moyens, même si les travaux qu'ils ont engagés sont. C'est une relance économique très très habile de leur part. Oui. Alors est-ce que c'est jouable et est-ce que ça peut effectivement être tenable dans cette Europe aujourd'hui, Bruno Cotresse ? Effectivement, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que d'abord, une première observation, l'Europe a connu de très nombreuses crises depuis pratiquement ses débuts, mais particulièrement depuis les 20-25 dernières années. L'Europe a connu de très grandes crises. On a souvent annoncé la fin de l'Europe, la mort de l'Europe. On se rappelle après le référendum français en 2005. Le nom. Voilà. Et on voit qu'au fond, à travers ces différentes crises, le projet continue et s'adapte sans arrêt. C'est un drôle d'objet, l'Union européenne. C'est-à-dire d'abord que c'est un objet que nous analysons alors qu'il n'est pas fini. Ça, c'est une des particularités de l'Europe quand on l'analyse par rapport à l'action des États-nations qui sont consolidés depuis très longtemps. On rappelle que c'est le vieux continent aussi en même temps. Donc on le remodèle en permanence. Donc c'est un objet qui se transforme. Au bout de 25 ans, on peut faire le bilan. C'est un objet qui se transforme en permanence. Et on peut aussi compter sur un pragmatisme italien. On verra ce que va donner Giuseppe Conte à la manœuvre. Ça va être très, très, très intéressant. Mais je dirais que fondamentalement, toutes ces questions pose la question de fond, et Matteo le rappelait à propos de l'interview de Beppe Grillo, qui est au fond, une fois qu'on a dit que l'Europe est un projet sur le plan des grandes valeurs, coopération entre des États, paix, démocratie, prospérité, circulation également. Tout ça va très bien, mais au fond, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, du point de vue du regard des citoyens, le débat s'est déplacé. C'est plus vraiment tellement la question, à part le Brexit ou à part ceux qui voudraient sortir, mais c'est la question de l'Europe. Pourquoi faire ? Avec quelle politique publique ? Et au profit de qui ? En France en particulier, ce débat est devenu un débat tout à fait central, mais on voit que côté italien, c'est ce que disait Matteo tout à l'heure, les Italiens ont en partie le sentiment qu'ils ont beaucoup payé l'addition. Et que maintenant, ils veulent reprendre, en quelque sorte, veulent reprendre le pouvoir et je pense que leur indépendance. Disons que je pense que si Matteo, je me tiens au propos du fondateur du mouvement 5 étoiles, donc Beppe Grillo, il nous a déclaré que en fait, il y a eu un coup d'État à l'envers, au contraire, en Italie, parce qu'il y a eu un changement de la loi électorale et donc
tout a été fait, selon Beppe Grillo dans l'interview à Puig, pour empêcher le mouvement 5 étoiles de gouverner. Mais que justement, il y a à la base un problème de manque de représentativité et manque d'une attitude des hommes et femmes politiques de rendre compte aux citoyens. Ceci à un niveau national. Dans l'ancien système, quoi. Mais aussi au niveau international, européen. Lui, il cite souvent la Suisse, par exemple, pour parler de la démocratie directe. Allez, on va poursuivre dans un instant le débat jusqu'à 10h sur Sud Radio, avec vos appels également. Dans un instant, on marque une pause. Très et puis bien. On prend. Il y a quelqu'un qui est avec nous au standard. Christian, vous restez avec nous. 0826 300 300. Appelez-nous pour partager. Voilà, évidemment. Et vous Faut-il avoir peur de l'Italie, de ce qui se passe en Italie, avec des conséquences en Europe pour l'instant? Pour l'instant, vous dites non à 88%. Ah d'accord. Sur sudradio.fr et vous réagissez sur Twitter, le Twitter de Sud Radio tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, seul contre tous, Patrick Roger. Oui, nous avons beaucoup de monde qui nous appelle pour parler de l'Italie ce matin. Italie, Europe, basta. Faut-il avoir peur de l'Italie, de ce qui se passe en ce moment? Évidemment, vous nous dites ce que vous en pensez en nous appelant au 0826 300 300. Et Christian est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour. Comment ça va Christian? Christian qui nous appelle. Merci, alors, vous êtes toujours en Bulgarie ou pas? Oui, je suis toujours en Bulgarie. Il est toujours en Bulgarie, voilà. On vous écoute Christian. Merci d'avoir pris mon appel et bonjour à vos invités. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse assez bien parce que puis même d'autres sujets m'intéressent aussi. Mais celui-ci particulièrement, je crois que l'Europe est un peu. Je considère. Après, je poserai une question parce que je voudrais quand même avoir vous avez des représentants de partis, donc je pense qu'ils peuvent peut-être répondre. Voilà, l'Europe. Moi, je considère l'Europe un peu comme un camion fou. Sans chauffeur, un chauffeur ivre. Oui. Parce qu'on va dans le mur, inexorablement, et personne ne s'en rend compte, personne ne va en parler, le sujet n'est pas mis sur la table, rien n'est mis. Maintenant, concernant l'Italie. Concernant l'Italie, ils ne pourront rien faire, ni pour la dette, rien du tout. Parce qu'il faut l'unanimité de tous les pays pour que chaque décision soit prise. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous avez... Vous, oui. Mais la réaction de l'Allemagne concernant la proposition de M. Macron. Oui. Macron, pour l'instant, fait du vent, donc il ne pourra rien faire. L'Allemagne refuse absolument de payer pour tous les pays, les dettes de tous les pays. Oui. Donc, que ce soit votre question peut-être. Personne ne pourra. Maintenant la question, puis après oui. Allez-y, voilà. Parce qu'on... Pourquoi le débat sur un plan national n'est jamais vraiment ouvert? Pourquoi? Oui. Le débat sur quitter ou pas l'Europe, c'est ça? Sur l'Europe. Ouais, sur l'Europe. Sur l'Europe, il aura lieu à l'occasion. Il a lieu de temps en temps. Bernard Monod va vous répondre. Pour répondre à Christian très, très rapidement, d'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre l'Union européenne et l'Europe. Donc, votre émission, vous aurez dû l'intituler pour moi. L'Italie, basta l'Union européenne, mais pas l'Europe. Ouais. Au contraire, il faut être pour l'Europe au niveau des coopérations nationales. Et donc, c'est ce que va faire l'Italie. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Christian, quand vous dites que ce ne sera pas possible de renégocier les conditions de la dette publique en Italie, parce que c'est effectivement possible via la Banque d'Italie, et croyez-moi qu'ils vont s'y efforcer, et ils vont faire le bras de fer, à mon avis, notamment avec l'Allemagne, qui, elle, gagne à tous les coups, puisqu'elle a d'énormes excédents budgétaires, mais quand il s'agit de renvoyer l'ascenseur, elle n'est plus au rendez-vous. Donc, elle paye déjà notamment, quand même beaucoup. On le voit avec l'union bancaire, qui est un fiasco politique pour eux. Ouais. Donc, si vous voulez, il y a des solutions, je pense qu'ils vont les apporter, et ils ont la volonté de le faire. Donc peut-être que le salut viendra de l'Italie. Oui, Bernard Monod, député Front National au Parlement européen. Bruno Cotresse, chercheur. Oui, je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, disant que le débat n'a pas lieu ou ne peut pas avoir lieu sur la question de l'Europe. Au contraire, on a de plus en plus la thématique européenne qui s'impose dans le débat national. En France, si on comparait par exemple les élections présidentielles en France de 1981, 1974, on voit que l'Europe est déjà là, mais elle n'a pas la place qu'elle va occuper, ni en 2007, sur 2012. Sur quelle Europe? Mais à chaque élection, quand même, on s'impose. Quand il y a eu le référendum en 2005. Par contre, c'est vrai qu'en France, on va trouver, on le trouve dans les données dont je parlais tout à l'heure, que j'analyse en ce moment, on trouve chez certains Français l'idée qu'au moment de 2005, on se serait assis sur le vote populaire.
Au fond, qu'on n'aurait pas tenu compte du vote populaire, qu'on serait passé à autre chose, qu'on aurait enjambé le vote populaire avec le traité de Lisbonne en particulier. Pas totalement faux. Mais c'est vrai que c'est un sentiment qui existe dans différentes familles politiques, que ce soit à gauche ou à droite. Bien sûr. D'ailleurs, donc, la vraie question, c'est au fond celle aujourd'hui de la politisation du débat européen à travers la politique nationale. On ne peut pas demander aux Français de se projeter de parler du système politique italien, mais par contre, le vrai enjeu, c'est effectivement de faire exister un débat politique sur les choix européens au niveau des élections nationales. C'est vrai. Allez, Sophie, un dernier appel. 0826 300 300, le standard de Sud Radio. Antoine nous appelle de Toulouse. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Buongiorno a tutti. Vedere Bruxelles. Ciao, Bruxelles, carrément, mais vedere Bruxelles così impaurita mi fa piacere. Voir Bruxelles avoir peur, pour moi, ça me fait plaisir à chaque fois. Le seul juge de paix, ce sont les marchés. Ce que je vois, c'est que l'emprunt d'État italien n'a pas vraiment bougé, toujours à 2,6%. C'est un peu haut quand même, mais bon. Non, mais c'est moins qu'aux États-Unis à 3%. C'est-à-dire que moi qui suis investisseur, eh bien, je me dis qu'il y a moins de risques aujourd'hui à investir en Italie qu'investir aux États-Unis finalement. Ensuite, je vous rappelle qu'on parle de l'Italie, pays fondateur de l'Union, vous l'avez dit, deuxième industrie de la zone euro, devant l'industrie française. Quant à la dette italienne dont on nous rebat les oreilles depuis des jours, eh bien, elle est détenue aux 2/3 par des Italiens qui n'auront pas spéculé contre eux. Elle est détenue pour 15% par la BCE. Donc, vous voyez que finalement, les marchés ont bien fait cette analyse. Donc, il est évident que le programme... Donc, il n'y a pas à avoir peur, selon vous, Antoine. Non, il n'y a pas. D'autant plus que le programme va s'amender tranquillement. L'Italie ne sortira pas de l'euro. Moi, mon sentiment, c'est que l'euro explosera tranquillement de lui-même, confronté à ces incohérences. Donc, l'Italie va continuer comme ça. Les Italiens, tout ce qu'ils demandent, je suis d'origine italienne, tout ce qu'on demande tout simplement, c'est qu'il y ait enfin un peu de remise en ordre. Juste un pas. Rien de plus. On ne demande pas la révolution, on ne demande pas le fascisme. Matteo Ghisalberti va compléter ce que vous dites sur ce que veulent en fait les Italiens en fait aujourd'hui. Donc on le disait, euro fatigué, hein, c'était votre expression effectivement au début, et je pense qu'elle résume bien les choses, quoi. Et par rapport, comme le disait Bernard Monod aussi, c'est vrai sur l'immigration, quoi, même. Oui, effectivement. J'ai l'impression d'être un peu abandonné, quoi. Terre d'accueil et d'arrivée. Alors. Déjà, c'est un thème délicat pour les Italiens parce que nous sommes un peuple d'émigrants, historiquement. Et il y a des communautés italiennes un peu partout. Même si vous allez au fin fond de l'Islande, vous trouvez des Italiens. Donc, peut-être ils écoutent Sud Radio, d'ailleurs. Non, la chose qui est très importante, c'est de voir que le pays a géré une urgence humanitaire. Et que à chaque fois qu'on a essayé de parler d'une exigence, au moins d'identifier les personnes qui rentraient dans les territoires nationaux et européens, on déplaçait tout de suite le débat sur attention, c'est de la discrimination, c'est du racisme. Ce qui séduit peut-être aussi un peu les Italiens, c'est ce revenu de base qui va être mis en place. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Dans le sens que des propositions. Oui, mais si on analyse, il faut financer. Mais tout à fait. Mais si on analyse la carte des résultats électoraux des dernières élections, on voit que cette mesure a eu prise surtout dans les régions du Sud où il y a un taux de chômage astronomique. Et dans les régions du Nord a eu plutôt prise un débat plus sur la flat tax, donc un taux unique ou deux taux d'imposition fiscale. Et un peu partout dans le pays, cet discours de l'immigration, parce que de toute façon, au sud, il y a les arrivées. Au nord, il y a le parking, entre guillemets, pour attendre de parler non seulement la France, il y a l'Allemagne et la Suisse, etc. Oui, mais ce qu'on doit comprendre, et ce qu'agace beaucoup les Italiens, et les gouvernements, mais excusez-moi, mais quand on parle de solidarité européenne, et après on ferme la frontière de Menton ou des Alpes, déjà, on risque de faire mourir des gens et en même temps, on doit gérer de façon différente. Oui, on termine ce débat. Il y a une question, c'est vrai, les francs-maçons interdits. Vous avez vu, il y a une chasse, Bruno Cotresse, aux francs-maçons. Tout à fait curieux. Alors, je connais un peu la politique italienne, mais sans doute pas suffisamment pour avoir capté totalement l'enjeu. Est-ce que c'était quelque chose qui était en débat ? Mais ça rappelle quand même. Ça rappelle des choses pas très sympathiques. Parti fasciste, et par ailleurs, il y a une sorte de contradiction assez radicale avec les principes de base sur lesquels l'Union européenne est fondée, qui est effectivement des principes plutôt de tolérance et. Mais ce n'est pas une chasse. Là, je me permets de dire que ce n'est pas une chasse parce que c'est quelque chose. Une interdiction. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. Du côté en fait des votes, en un mot 88%. Non pas peur de l'Italie. Viva Italia. Dans un instant, Valérie Expert, les médias. Ciao, à demain à 5h.